Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Lumière Intérieure. Cela fait plus de 20 ans qu'elle illumine la chanson française en se réinventant au fil de ses albums. Révélée au grand public dans la célèbre comédie musicale Notre-Dame de Paris, elle vient sur KTO pour nous parler de son histoire, celle d'une femme, celle d'une mère, celle d'une artiste qui vit les deux pieds dans son époque, une époque qu'elle regarde à la fois avec humour et tendresse. Son dernier single, Tout est plus pop, signe son grand retour, un retour tout en couleur, vous le verrez. C'est le Julie Zenati que nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de KTO. Bonsoir Julie Zenati. Bonsoir. Bienvenue, on est ravis de vous accueillir avec cet album dont je parle à l'instant, Tout est plus pop. C'est votre nouveau single qui peut surprendre parce que c'est assez différent de ce que vous avez fait par le passé. Qu'est-ce que vous avez voulu dire avec ce titre ? Je ne sais pas si c'est fondamentalement différent pour les gens qui connaissent vraiment mes albums, parce qu'il y a évidemment les singles qui sont des chansons qu'on expose beaucoup, mais derrière un single, il y a 12, 13, 14, 15 chansons, et c'est ceux qui commencent à rentrer dans l'histoire avec vous qui probablement ont déjà senti cette couleur et cette pop que je propose avec Tout est plus pop aujourd'hui. J'ai déjà abordé ça en fait dans les albums précédents. J'avais envie de mettre un peu plus de couleur, ou en tout cas une couleur différente, une couleur un peu plus 70, 80. Plus acidulée. Plus acidulée dans l'image, mais pas forcément plus acidulée dans le son. J'avais envie de revenir à quelque chose finalement qui m'a bercée et qui est un peu... qui sont un peu mes disques de chevet, c'est cette couleur un peu gale, un peu berger que j'affectionne particulièrement. Et donc, qui vous ont bercé, ce sont ces chanteurs-là, ces chanteuses-là qui vous ont bercé quand vous étiez enfant, c'est ça que vous écoutiez à la maison ? C'est les idoles de mes parents en fait. D'accord. Et donc les vôtres par procuration ? En tout cas, ça me rappelle beaucoup de moments de douceur, de plaisir, d'insouciance, et c'est ce que j'avais envie de retrouver dans ma musique aujourd'hui. Une forme de liberté qu'on ne peut, je crois, retrouver que dans des endroits où on se sent complètement en sécurité, et l'enfance en fait partie. Alors on va écouter ce single, si vous le voulez bien, pour permettre à nos téléspectatrices et téléspectateurs de se plonger dans l'ambiance. Il n'y a pas tout ce qu'on espère, ce qu'il reste est à prendre. La vie d'une écolière, on est toujours en septembre. Décoller les posters, chercher le pont à prendre. On n'aura pas le temps d'attendre. On voudrait être comme personne. Superposer les albums. Monsieur Gims dans ta playlist. Juste après Jimi Hendrix. Tout est plus pop, tout est plus pop, tout est plus pop. Il faut suivre la cadence. Y a qu'une épaule qui danse. Tout est plus pop, tout est plus pop, tout est plus pop. Viens, on s'en balance. On met les lundis, les dimanches. Elle est comme ça à l'époque. Elle est comme ça à l'époque. Alors, comment faut-il comprendre ce mot pop ? Tout est plus pop. Quelle est votre définition à vous du pop ? Ma définition du pop, c'est déjà populaire. Populaire dans le sens large et noble du terme, c'est-à-dire populaire dans le sens mélange, dans le sens partage, dans le sens aussi... je pense que partage, c'est vraiment le mot, c'est-à-dire partager mes influences, celles qui m'ont bercée, celles qui m'ont fait grandir. Il y a évidemment il y a cet axe-là, si on tire un peu le mot. Et puis il y a pop, la couleur musicale, c'est-à-dire ce côté live, ce côté musicien réel et pas des machines, inspiré évidemment de la musique plutôt anglo-saxonne. Et dans pop, pour moi, il y a aussi une forme d'instantané. C'est-à-dire que
on est sur de l'immédiateté. C'est de la musique assez instinctive, en fait, je crois. Moi, c'est comme ça que je le vois. Il y a certains titres, certains albums qui ont une histoire, une prise de conscience, quelque chose. Est-ce que ce titre-là, il a une histoire particulière? Est-ce qu'il y a une genèse, quelque chose qui a été un déclic pour le concevoir? Ce titre-là est né grâce à un autre titre. C'est-à-dire que j'étais en studio en train de travailler sur les futures chansons de l'album et on termine une chanson qui s'appelle « Comme un pirate en mer ». Et je ne sais pas pourquoi, moi très souvent je dis « Ah, c'est charmé, c'est ouf ». Enfin, voilà, je suis une fille des années 90, quoi. Et puis, et moi, je dis, oh là là, mais ce titre est trop pop. Et puis, les auteurs avec qui je travaille me disent, mais c'est pas une expression, ça. Je dis, si, pop, c'est-à-dire que c'est, je sais pas, ça n'a pas d'âge, en même temps, c'est un peu vintage, en même temps, c'est un peu aujourd'hui. Enfin, il n'y a pas vraiment de temporalité. Et on s'est dit, tiens, mais et si on en faisait une chanson? Est-ce que ce terme-là pourrait pas être une espèce d'expression qui dit en fait, il n'y a pas de code, il n'y a plus d'époque, il n'y a pas de temps, on essaye juste de prendre du plaisir sur un instant. Et c'est un peu le principe et la naissance de cette chanson, en fait. C'est amusant parce que ça prouve que finalement, vous n'avez pas forcément, alors je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais une idée très précise, très préconçue de comment ça va se passer au moment où vous créez des albums, mais que c'est un peu en fonction de l'inspiration, de ce qui se passe. Mais en fait, moi, je ne crée pas d'album. Je crée des moments de musique. Et après, peut-être ça fait des chansons. Et peut-être plus encore. Et à un moment, on arrive à tirer un fil. Mais moi, je rentre pas en studio pour me dire je vais faire un album. Ça, je sais pas faire. Parce qu'il faut qu'à un moment, il se passe un truc, une belle rencontre, un truc à dire aussi, parce que des fois, on n'a pas toujours des choses à dire. Et voilà. Et en fait, c'est comme ça que c'est né. Et alors, donc là, c'est le single qui vient de paraître. Les autres titres, les autres chansons, c'est prévu quand, au printemps, c'est ça? Oui, c'est ça. L'album sortira au printemps 2020 et sera accompagné d'une scène parisienne, puisque je remonte sur scène avec ce futur album. Cigale. Voilà, à la Cigale le 6 avril Le 6 prochain. avril, donc à vos agendas. Et donc la Cigale, c'est le coup d'envoi quelque part de toute une tournée dans plusieurs villes de France, voilà. À partir du 6 avril et tout au long de l'année, j'imagine. Oui, une première partie de tournée avant l'été, puis une seconde partie de tournée à l'automne. Et puis au fur et à mesure qu'on va traverser les villes, et ben voilà, je vais raconter l'histoire de cet album, présenter cet album et puis essayer de faire grandir cet album avec le public. Le succès est venu très vite vous concernant. Je parlais de la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Vous n'étiez même pas majeur d'ailleurs à l'époque. Ça a été très rapide. Ça a été tellement rapide que je ne m'en suis pas rendu compte, en fait. Donc ma vie a changé vraiment du jour au lendemain. C'est dans ce sens-là où alors il n'y a pas eu de débordement, il y a eu plutôt un petit repli sur soi et dire oula, qu'est-ce qui se passe? Pour accuser ce qui est en train de se passer quelque part. Oui, et puis j'avais quelques mois de retard déjà. Moi, j'avais pas du tout compris qu'on était si connus, qu'en fait, quand on faisait des télés, les gens les voyaient. Parce qu'en fait, entre Notre-Dame à Paris et Notre-Dame au Canada, on avait fait beaucoup de promotions, etc. Et mes parents avaient accepté, à la fin de l'exploitation à Paris, que je commence à faire de la promo et à être vue. Parce que j'étais petite quand même, donc et j'allais encore au lycée, moi. Donc, vous aviez quoi, 15 ans, c'est ça? J'avais 16 ans. 16 ans. Et donc, quand je suis partie au Canada, avant de partir au Canada, j'ai fait Michel Drucker, j'ai fait Taratata, j'ai fait toutes ces émissions. Voilà, et puis je suis partie au Canada, et je reviens 4 mois plus tard. Et en fait, je suis Julie Zenati de la télé. Je suis plus Julie Zenati du lycée Jules Ferry, quoi. Et ça, vous l'avez vécu comment à l'époque? Ah bah là, c'était flippant un peu. C'était bizarre parce que les gens me reconnaissaient dans la rue, parce que même mes potes, eux, ils étaient plus à réfléchir à quelle fac et puis déjà au bac et tout ça. Et puis moi, j'étais déjà dans la vie active et voilà, donc c'était... il y avait un décalage. Ouais, il y a eu un décalage en fait qui est arrivé très vite et puis que j'ai pas vu venir surtout. Et avant qu'on vous propose ce rôle de Fleur de Lys, c'est ça, dans Notre-Dame de Paris. Après, vous avez eu d'autres rôles dans la comédie, je crois. Vous n'avez pas eu que celui-là. Mais avant qu'on vous propose ce rôle, vous saviez déjà que vous vouliez vous consacrer à la chanson ou... Non.
J'ai toujours aimé chanter, mais je chante depuis que je suis toute petite, parce que mon père joue du piano, donc voilà. Après, moi, je viens pas d'une époque où à la télé, il y avait des enfants qui chantaient. Donc déjà, il n'y avait pas de repères par rapport à ça. Il n'y avait pas trop d'enfants chanteurs, enfin de jeunes en tout cas, de très jeunes chanteurs. Donc pour moi, chanter, en tout cas, c'était un métier de grand, quoi. Donc si un jour je devais chanter, en tout cas à ce moment-là, j'étais bien trop jeune. Et en fait, je pense que j'ai jamais envisagé ça comme un métier. J'ai toujours envisagé ça comme une passion que je partageais avec mon papa, quoi. C'est encore le cas aujourd'hui ? Oui, parce que je peux pas dire que ça soit un métier, parce que j'aime ça. Enfin, non pas que les gens qui travaillent n'aiment pas leur travail, c'est pas du tout ce que je dis, mais je veux dire que moi, chanter, c'est un moyen d'expression, et aujourd'hui, mon moyen d'expression peut être ce qui me fait vivre, donc c'est une chance. Mais si ça devait s'arrêter demain, je continuerais quand même de chanter. Par plaisir. Parce que c'est vital, en fait. C'est un besoin. Et du coup, puisque vous ne vous imaginiez pas devenir chanteuse, en tout cas pas si vite, c'était quoi vos rêves d'enfant ? Vous aviez envie de faire quoi ? J'ai voulu être contractuelle très longtemps. D'accord. Ouais. D'accord. Ouais, c'est des contraventions sur les voitures. Voilà, la dame habillée en bleu. Oui, d'accord. Voilà. Et pourquoi ? Eh ben pourquoi ? Parce que je me disais, je marche vite. Et je croyais qu'à chaque fois qu'on mettait un petit papier sur une voiture, c'était vraiment comme le grattage, tout pour toi. Alors je me disais, waouh, moi qui marche très vite, je vais pouvoir en mettre beaucoup. Je vais pouvoir être très très riche. Et je pourrais, je savais pas ce que, probablement à l'époque je voulais acheter des bonbons, mais voilà, je sais pas, je trouvais que c'était un métier très sympa, on était dehors, tout ça. Donc voilà, il y a eu ça. Et puis, non, et en fait très vite, la mise en scène m'intéressait beaucoup. Moi, depuis toute petite, mes films de chevet sont des comédies musicales. C'est-à-dire que moi, Grease, je l'ai mangé en long, en large, en travers. Je trouvais ça génial, cette forme d'art et de musique, quoi. Et donc après, j'ai commencé à m'intéresser vachement à ça, à la mise en scène. Et comment est-ce que vous avez vécu à l'époque, et vous vivez encore maintenant, la lumière des projecteurs ? Parce que c'est pas évident quand on a 15-16 ans, qu'on est effectivement au lycée avec vos potes, comme vous dites, et que tout d'un coup on se retrouve un peu projeté comme ça avec toute cette lumière. Comment est-ce que vous l'avez vécu et comment est-ce que vous le vivez aujourd'hui ? Comment je l'ai vécu Au début, quand je m'en suis vraiment rendu compte, je le vivais comme un jeu. C'était marrant. C'était bizarre, mais c'était quand même super marrant. Parce que les gens sont très... Enfin, en tout cas, à mon égard, à l'époque, c'était plutôt bienveillant. Donc, il n'existait pas les réseaux sociaux. Donc, forcément, ça mettait quand même tout de suite une forme de population un peu haineuse de côté. On venait pas pour vous dire vraiment... Tu chantes mal, je te déteste, t'es nul. Ça, on faisait pas ça quand même. Voilà, donc... non, c'était un jeu, c'était marrant, les gens étaient gentils, on m'offrait des cadeaux et tout ça. Et puis au fur et à mesure, quand j'ai commencé à devenir un peu plus une femme et tout ça, je trouvais c'était un peu plus gênant. C'est un moment quand vous êtes sur la plage et que vous êtes en maillot et que vous n'êtes pas forcément Naomi Campbell, quoi. Ou en tout cas pas forcément à l'aise avec votre corps et que les gens vous regardent et vous prennent en photo à votre insu. Et puis ça a commencé à se durcir en fait quand j'ai commencé à avoir une vie un peu plus personnelle, quoi. Passer de l'adolescente à la femme. Donc là, c'était un peu plus compliqué. Et puis après, on trouve un équilibre. Et puis en même temps, le temps passant, évidemment, je ne suis plus une jeune première. Donc il y a un truc comme ça qui s'est installé de manière assez cool. Les gens me font des petits sourires et tout ça, mais on n'est plus dans le truc où on m'attrape, où les gens m'attrapent comme si j'étais un objet, comme ça pouvait l'être les 5 premières années, quoi. J'imagine qu'effectivement, ça doit être compliqué. En tout cas, merci pour de nous avoir présenté votre album et puis voilà, votre parcours musical. On va à présent passer à la deuxième partie de cette émission qui peut être un petit peu surprenante de prime abord, puisque je vais vous laisser sur le plateau, mais vous allez continuer de m'entendre. Ok. Je vous laisse découvrir. Très bien. Suspense, à tout de suite. C'est le suspense. Est-ce que vous êtes bien installée, Julie ? Oui.
Alors, je vais vous proposer, comme je le disais, différents mots. Et l'objectif, c'est que vous me disiez ce que chacun d'entre eux vous inspire. Le premier, c'est le mot racine. Racine, évidemment, ça m'évoque Méditerranée, ça m'évoque méditerranéenne, ça m'évoque une date incroyable au Bataclan avec ce projet, avec ma compère Chimène Badi, entre autres. Et ça m'évoque un sentiment de fierté parce que c'est la première fois que j'ai l'impression que ma voix pouvait être utile. Parce que cet album Méditerranéenne, c'est un album où les langues se mélangent, c'est un album de paix, de tolérance, c'est un album humaniste. Et pour la première fois, j'ai l'impression que ma voix, elle était au service de quelque chose d'important. Les thèmes de la filiation et des racines sont très très présents dans cet album. Est-ce que ça correspondait à un besoin pour vous de célébrer la tolérance ? Pour moi, cet album, c'est plus qu'une ode à la tolérance. Pour moi, cet album, c'est un cri. Moi, j'ai eu cette chance de grandir et d'être élevée dans une France black, blanc, beurre, aux côtés de musulmans, de chrétiens, de juifs. J'ai envie d'offrir la même chose à mes enfants parce que je me sens ouverte au monde et je regarde le monde. J'en ai pas peur. Et avec tout ce qui s'est passé ces dernières années, j'avais envie de rappeler qu'on avait quand même une histoire commune et qu'on vient tous de quelque part et qu'il est important, de manière très... Ça va être banal ce que je vais dire, mais au-delà d'accepter la différence, c'est de mélanger nos différences. Parce que la force, c'est là. Vous disiez à l'instant, on vient tous de quelque part. Est-ce que vous avez le sentiment que le fait de savoir d'où l'on vient, c'est important pour savoir où on va ? Oui, bien sûr. J'en ai fait d'ailleurs une chanson sur mon album blanc qui s'appelle « D'où je viens ». Oui, bien sûr. C'est très important. Avant de faire sa valise, il faut savoir ce qu'on met dedans. Et dans ce qu'on met dedans, c'est forcément de ce qu'on est. Donc aussi de là d'où on vient. En préparant cette émission, je tombais sur un article du Figaro, je crois, intitulé « Julie Zenati, méditerranéenne dans l'âme ». C'est ainsi que vous vous définissez ? Non, c'est comme ça qu'on m'a définie. Je ne suis pas méditerranéenne dans l'âme, je suis méditerranéenne d'origine. C'est bien plus fort encore. Et il y avait cette volonté de faire découvrir des cultures musicales du bassin méditerranéen, découvrir ou redécouvrir ? Moi, je me suis servie de la musique pour mettre en avant ma pensée. Et comme j'ai l'impression qu'on m'entend un peu plus quand je chante que quand je parle, et puis c'est surtout, je fais ça mieux que papoter, quoi. Ce que je voulais voir avec vous, au-delà de la question, c'est vous avez joué un rôle très, très important dans cet album, parce que vous y avez non seulement contribué, mais si j'ai bien compris, vous l'avez un peu initié. C'est quelque chose qui vous tenait beaucoup à cœur. Oui, pour moi, cet album, c'est pas 15 chansons posées les unes à côté des autres. C'est déjà une réflexion, c'est aussi un positionnement, c'est aussi un point de vue. Et cet album, je l'ai imaginé. J'ai été chercher des auteurs pour faire des adaptations. J'ai été chercher du répertoire plus ou moins connu du bassin méditerranéen. C'était pas forcément de mettre la musique méditerranéenne en valeur. Ce que je voulais mettre en valeur, c'était le message et surtout le fait que ces musiques-là se sont croisées tout le long du bord de la Méditerranée, et cette musique a muté au fur et à mesure des rencontres et des partages entre les gens. Et cette culture, c'est ça. C'est du partage, elle est en constante évolution parce que c'est une culture itinérante, parce qu'elle a été déracinée, parce que c'est souvent des peuples exilés.
et malheureusement, c'est encore d'actualité. Et en fait, cet album-là, c'est bien plus juste que des chansons que j'ai été chercher. C'est un message et aussi cette histoire commune. Oui, je me suis impliquée plus qu'à 100%. Ouais. Cette histoire commune, est-ce que c'est une histoire que vous avez envie de transmettre à vos enfants? Vous avez 2 enfants. Et au-delà de cette histoire commune, j'ai envie de vous demander de manière générale, qu'est-ce que vous avez envie de leur transmettre à vos enfants? À mes enfants, j'ai envie de leur transmettre, comme tout parent, je crois, la joie de vivre. Voilà. Je veux qu'ils soient heureux, quoi. Qu'ils soient heureux de tout, qu'ils soient heureux de ce qu'ils ont, heureux pour les autres, heureux de respirer, et heureux d'être curieux, de vivre aussi avec les autres, qu'ils soient aussi bien sous une tente que dans un hôtel 4 étoiles. Ouais, qu'ils soient heureux. De la joie, c'est ça que j'ai envie de leur transmettre. Alors après avoir parlé de la joie, on va parler de la beauté. La beauté, c'est l'autre notion que je voulais vous proposer. Ça vous inspire quoi, le mot beauté? Ça m'inspire... on revient toujours aux mêmes choses. C'est marrant, ça. La mer. MER. Et puis ma mère aussi, elle est très belle. Pourquoi la mer MER? Parce que beauté, pour moi, il y a, je sais pas, il y a du calme, il y a une forme de plénitude. Quand on trouve quelque chose de beau, je pense qu'on peut bloquer un peu dessus. On peut se laisser nos pensées un peu voyager. On peut s'extasier. Et moi, c'est ce que ça me fait quand je vois la mer. Ça vous apaise, donc la beauté comme quelque chose d'apaisant finalement. Oui, complètement. Est-ce que c'est difficile de durer dans les métiers du spectacle, de la chanson, du cinéma, quand on est une femme et quand on connaît la dictature du jeunisme? Alors vous êtes encore très jeune, mais de manière générale. Oui, mais comme dans tous les métiers, je crois. Je pense que on a quand même une date de péremption sur le front, comme les yaourts, quoi, en tant que femme. Et puis alors en plus, quand on prend, peu importe l'âge finalement, mais quand on prend une position de mère, tout d'un coup on a l'impression, dans le cadre du travail, qu'on peut avoir pris 100 ans. Et donc oui, alors moi je fais un métier en plus public, donc c'est vrai qu'il y a une dictature du jeunisme féminin, pas masculin, parce que pour le coup... les hommes, plus ils vieillissent, plus on les trouve bons. C'est un peu comme le vin, quoi. Pour les nanas, on a l'impression qu'il faudrait un peu être plus discrète. Et c'est un peu ce que je raconte aussi dans Tout est plus pop. C'est-à-dire qu'à un moment, peu importe, on peut être le vieux de quelqu'un, mais on peut aussi choisir d'être le vintage de quelqu'un. Et moi, c'est ce que je décide d'être. Moi, j'ai 38 ans, hein, j'ai pas 25 ans. Moi, dans mon métier, je suis considérée comme une vieille, hein, vraiment. Ça vous fait peur, justement, la vieillesse? De moi vieillir, oui. Oui, ça me fait peur parce que je me dis, oh là là, j'ai déjà 38 ans, il y a plein de trucs que je voulais faire, je les ai pas encore faits. En fait, j'ai l'impression que plus on avance en âge et plus le temps s'accélère. Donc c'est ça qui me fait peur, c'est l'accélération du temps. Qu'est-ce qui vous reste à faire que vous n'avez pas fait et que vous avez tant envie de faire? Encore plein de voyages. Je regrette de ne pas avoir fait 3 enfants. Il me reste... il y a plein de trucs à faire. Je sais pas, j'aurais bien voulu partir en tournée avec mon père au piano, par exemple. Il y a plein de choses. Mais il y a trop de choses, il ne faut pas y penser et plutôt essayer de les accomplir. Donc on va se dire que c'est encore possible. Puisqu'on parle de beauté, est-ce que vous croyez en la beauté intérieure et c'est quoi pour vous? Oui, moi j'y crois, bien sûr. Peut-être j'y crois parce que je ne fais pas 1m90, peut-être, et que je ne suis pas filiforme, donc je crois
en la beauté intérieure. Non, blague mise à part, oui, je pense que quand on est beau dedans, on est beau à l'extérieur. En tout cas, on irradie une autre forme de beauté qui n'est pas forcément une beauté des magazines ou en tout cas visible forcément tout de suite à l'œil nu, mais une forme de charme. Oui, bien sûr, je crois d'ailleurs que c'est plus pérenne dans le temps que la beauté plastique pure avec quelqu'un de très mauvais dedans. Fragile, c'était le terme de votre premier album. Alors je voulais vous faire réfléchir à ce mot de fragilité. Ah, j'y ai pensé à celui-là. Hein. Bah, en apparence, je suis quelqu'un d'extrêmement fort. Mais comme toute personne en apparence extrêmement forte, se cache évidemment une grande fragilité. Voilà, je suis un peu comme un Kinder Bueno, quoi. Donc pendant très longtemps, j'ai beaucoup masqué ma fragilité, et c'est marrant, et pourtant c'est le titre de mon premier album. Et la première chanson s'appelle quand même « Et si je m'en sors », mais il y avait quand même une force qui se dégageait de tout ça pour masquer le côté un peu loukoum qu'en fait j'ai dans la vie. Mais cette fragilité, elle est vraiment liée à ma personnalité. Je suis quelqu'un, et aussi probablement de mes origines, je suis quelqu'un d'extrêmement mélancolique, je suis quelqu'un d'extrêmement sensible en fait, donc du coup aussi d'extrêmement agressif, parce que ça me protège. Ouais, oui, je suis quelqu'un d'assez... J'étais quelqu'un d'assez fragile. Le succès, est-ce que c'est quelque chose qui fortifie ou qui fragilise ? Bah, je sais pas, parce que j'ai pas eu d'autre vie avant. Donc je sais pas, j'ai commencé, mon premier métier c'est chanteuse. Et ça a été chanteuse. Donc je sais pas comment ma vie aurait été si j'avais pas grandi avec un petit spot sur moi. Alors après, il y a des périodes où on est plus au devant de la scène que d'autres. J'ai le sentiment quelque part quand même que ça fragilise parce qu'on est constamment interrogé par le regard de l'autre, mais pas forcément avec bienveillance ou sans intérêt. Donc forcément, je pense que ça fragilise. Ouais, puis ça peut rendre un peu con. Le regard de l'autre, précisément, c'est quelque chose à quoi vous êtes sensible ? Est-ce que vous êtes du genre à éplucher les critiques, à vous offusquer peut-être, ou en tout cas voilà, de ce que tel ou tel pourrait écrire à votre sujet ? J'ai été comme ça. J'ai été comme ça parce qu'en fait, je trouvais ça pas juste. Il y avait en fait dans la critique... parce que bon, il y a critiquer un album, un artiste, mais sur sa musique, pas sur la personne qu'il est. Dans ce métier, tout ça se mélange un petit peu, forcément. Et oui, j'étais très, très sensible à ça. Et ça m'a beaucoup peinée. J'avoue qu'aujourd'hui, ça me fait plutôt sourire. Mais parce que je suis bien dans ma vie et parce que finalement, mon rôle préféré reste quand même celui de maman, même si chanter est un besoin. Et la fragilité chez les autres, est-ce que c'est l'occasion d'aller vers eux, de leur tendre la main ? Moi, j'attire les gens fragiles. Alors, je ne sais pas si c'est mon côté, justement, un peu mur de Berlin, ou qui fait que je les attire, je ne sais pas. Mais non, j'ai plutôt tendance à être une épaule dans un premier temps, et puis ensuite d'être un moteur, plutôt que d'être juste une oreille.
Et est-ce que si vous les attirez, c'est pas aussi en raison de votre engagement, parce que vous êtes beaucoup engagé quand même pour soutenir précisément les personnes les plus fragiles, en participant à la chanson Pour que tu sois libre, qui avait été créée pour l'opération La Rose Marie-Claire au profit de la scolarisation des petites filles défavorisées dans le monde. Vous aviez également co-signé un appel d'artistes et de personnalités en faveur du mariage homosexuel. Vous avez participé à un concert Soyons des héroïnes pour aider la Maison des femmes. Donc vous êtes quand même beaucoup engagé. Vous envoyez peut-être des messages aussi. Oui, il y a ça. Et puis, je pense que c'est une question d'énergie. Et puis, vous savez, finalement, on n'est que des animaux. Donc, on se reconnaît. Je pense qu'entre personnes fragiles, en fait, on se reconnaît. Et quand il y en a un qui est un petit peu plus up que les autres, il va s'accrocher à lui. Donc, je pense qu'il y a ça. Et puis, effectivement, oui, pour moi, c'est important, comme j'ai pu le vivre avec Méditerranéenne, que ma voix soit utile. Alors, je sais que mes chansons ont aidé des gens à passer des moments difficiles de leur vie, entre autres Si je m'en sors. Je sais que c'est une chanson qui a fait beaucoup de bien à beaucoup de gens. Et c'est vrai que pour moi, quand je suis appelée pour une association, quand évidemment je me sens engagée et impliquée dans l'association, je m'y mets à fond. Donc bien sûr, peut-être que ça fait aussi partie de l'aimant là, que j'ai à personnes un peu fragiles. Et vous, c'est quoi votre recette à vous pour sortir des moments où vous êtes plus fragile, justement? Je sais pas trop. Je pense qu'évidemment, il y a beaucoup de moments passés avec les enfants, c'est sûr. Mais si on est complètement honnête, quand on n'est vraiment pas en forme, des fois, il vaut mieux s'abstenir de passer du temps avec eux pour pas leur passer cette énergie un peu de fragilité qui déborde et qui devient un petit peu oppressante, quoi. Je crois qu'en fait, c'est de chanter. Chanter, c'est un très bon médicament et un très bon pansement pour beaucoup de choses. Une thérapie, en quelque sorte. Un pansement. Vous disiez, j'aime que ma voix soit utile. Alors, ça sert à quoi une chanson? Précisément à être utile ou pas que? Moi, je crois que ça sert à ça. C'était Julien Clerc qui a une chanson magnifique qui s'appelait « Je voudrais être utile ». Et je trouve que c'est la fonction pour moi d'un artiste. Mais utile à plein de niveaux. Ça peut être aussi bien pour une rupture amoureuse que pour une grande cause. Enfin, il n'y a pas de petites causes et de petits thèmes et tout ça, mais j'ai l'impression que la musique, c'est un endroit qui permet aux émotions d'exploser et du coup, ça peut permettre à l'autre aussi de se laisser aller, quoi. Et dans ce sens-là, c'est utile. Vous me disiez que vous écoutiez de la musique dans les moments où vous êtes un peu down pour justement comme pansement, pour reprendre votre terme. Vous écoutez plutôt de la musique joyeuse pour vous euphoriser ou plutôt de la musique triste pour vivre pleinement cette mélancolie, puisque vous m'avez dit que ça faisait partie de vous, la mélancolie. Vous vous orientez plutôt vers quel type de musique? Non, je n'écoute pas de musique, je chante. Mais alors vous chantez des musiques joyeuses ou des musiques mélancoliques? Très souvent, plutôt mélancolique. Ouais, plutôt mélancolique. Et très souvent avec mon dictaphone, parce que je peux tout d'un coup commencer à avoir un début de chanson qui arrive. Et là arrive la joie après. Il y a quelque chose... J'arrive, entre guillemets, c'est pas... Voilà, mais j'arrive à transformer mes moments de fragilité en moments de création, souvent. On va monter encore un peu après beauté et fragilité. Je vais vous demander de me dire ce que vous inspire le mot sacré. Ah, dis donc. Ça, c'est un sacré mot, celui-là. Mot sacré, un sacré mot, absolument. Sacrée soirée.
Ça me fait penser à ça. Pourquoi pas? Jean-Pierre Foucault, ça me fait penser. Sacré. Bah, tout de suite, je vois une couronne. Hein. Tout de suite, je vois... voilà, et une cape. Qui c'est qui porte cette couronne et cette cape? Bah, c'est ça, bien ça, c'est le problème. Hein. Bah, j'en sais rien. Qui porte cette couronne et cette cape? Bah, j'ai pas le visuel. Je vois une couronne, je vois une cape, mais j'ai pas de... Il n'y a qu'une partie du décor, mais c'est J'ai déjà bien. qu'une partie du décor. Non, là, j'ai vraiment qu'une partie. Non, sans rigoler, je trouve ça... pour moi, dans sacré, il y a croyance, et donc il y a religion, beaucoup. Pour moi, ce mot, il va jusque-là, il s'étire jusque-là. Je trouve ça très beau, les gens qui ont la foi et qui sont croyants, et voilà, je trouve ça très beau. Dans la façon dont vous le dites, je trouve ça très beau. Ça sous-entend que ce n'est pas votre cas? Non. Et alors, quand vous parliez je souriais quand vous parliez de sacrée soirée, quelque part, je trouvais ça intéressant que ce soit ça qui vous vienne, parce que ce qui est sacré, c'est évidemment ses enfants, sa famille, et puis aussi sa part d'enfance, parce que vous aviez l'air de dire que vous avez baigné dans une période qui était très douce et très sucrée. C'est quelque chose de sacré, ce cocon familial dans lequel vous avez bercé? J'utiliserai pas le mot sacré, non. Non, pour moi, dans ce mot, il y a quelque chose de solennel. Et dans l'enfance, il n'y a rien de solennel. Alors, non, je ne pourrais pas l'utiliser pour parler ou de mon enfance, ou de moments très joyeux, ou même de mes enfants. La foi est quelque chose de sacré, vous le disiez. Oui. Sur quoi d'autre vous mettriez cette étiquette de sacré? Bah, je pourrais l'associer au respect, beaucoup, aussi. Au respect. Ouais. Respecter l'autre, c'est sacré. Il y a une dimension qui doit nous dépasser pour ne jamais perdre de vue le respect qu'on doit avoir envers quelqu'un, envers la vie, envers tout ça. Oui, parce que dans le sacré, pour moi, effectivement, il y a quand même une dimension un peu spirituelle. Hein. Je m'en rends compte quand je vous le dis. Ce sont des thèmes que vous avez un peu abordés dans certaines de vos chansons? La spiritualité ? Oui. Pas vraiment, non, pas vraiment. La seule chanson où j'en parle, c'est pas une chanson de moi, c'est une chanson de Souchon. Laquelle? Et si en plus il y a personne, que je chantais sur l'album Méditerranéenne avec une artiste algérienne qui s'appelle Samira Bramia. Et c'est quoi votre réponse à cette question? Mais j'ai pas la réponse. Et il y a une autre chanson qui est Le sort du monde. Oui, c'est vrai, j'avais oublié. Ouais. Vous Je demandez demande audience au paradis. Au paradis, absolument. Mm. Quand vous annonce auprès du Père. Mm. Alors cette chanson? C'est vrai. J'ai eu un petit moment de... Ouais, c'est vrai. Et ben, c'est une super chanson d'un ami qui s'appelle Rodi Julienne. Et cette chanson est justement cette adresse directe à une entité pas visible. Me permettait une toute puissance vocale et d'investissement. Et c'est la première fois que je trouvais ça dans une chanson. Ça me donnait beaucoup de force. Et du coup, elle m'a longtemps accompagnée, cette chanson, parce qu'elle carrément, elle clôturait mes spectacles. Merci beaucoup, en tout cas, Julie, de vous être confiée sur ce fauteuil. Ça donne envie de réécouter Le sort du monde et toutes les autres, d'ailleurs. Merci beaucoup, on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite.
Merci beaucoup, Julie Zenati, pour ces confidences. Comment ça s'est passé pour vous? Parce que c'est jamais tellement évident de se retrouver toute seule sur un plateau. Ouais, non, c'est assez étrange. Du coup, on est un peu dans ses pensées. Non, c'est très... c'est pas désagréable. Non, c'était chouette. Merci de m'avoir prêté votre petit salon. Voilà, rien que pour vous toute Merci. seule. Et c'est intéressant parce qu'on vous sent très partagé entre la joie et la mélancolie, ces deux mots qui reviennent assez souvent, comme si vous basculiez d'une émotion à l'autre assez Rapidement. Ouais. Oui. Oui, je suis assez... je suis double. On est tous Oui, ces deux mais je paradoxes. pense que mon métier exacerbe vachement ça, parce que j'ai besoin de puiser dans mes émotions pour être le plus connecté à ma musique et le plus honnête possible dans ce que je propose. Donc forcément, ça nécessite de pas tout essayer de comprendre et de pas tout essayer de régler non plus. Donc on se promène avec ces petites blessures et puis ces petits pansements et puis des fois, hop, ça jaillit. En tout cas, oui, c'est vraiment ce qui ressort, beaucoup d'honnêteté, c'est tout à fait le terme. Et j'avais envie de vous demander, qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin? Quel est votre moteur? Très souvent, le café. Ça, c'est quand même... Et alors, j'ai très envie de dire mes enfants, mais vraiment, mon fils se lève beaucoup trop tôt. Donc, non, C'est un peu le problème des enfants. Voilà, c'est-à-dire que vraiment, à 7h15, je l'adore, mais je n'ai pas du tout envie de me lever, moi. Donc voilà, si on était vraiment dans un moment malhonnête, je vous dirais évidemment mes enfants, et sinon, je vous dirais très souvent mon estomac. Vous qui avez beaucoup chanté l'amour, quelle est la chose la plus grotesque que vous ayez fait par amour, à part de vous lever à 7h15 le matin? Non, ça, c'est pas grotesque, c'est vital pour lui. Par amour, plus grotesque, j'ai escaladé une grille et campé devant chez mon futur mari à l'époque pour qu'il m'ouvre la porte, par exemple. Vraiment comme dans une série américaine. Ouais, il y a un côté effectivement très cinéma. Voilà, bon, sauf qu'on était à Saint-Ouen, à minuit. C'était vraiment pas du tout... On n'était pas à New York avec de la neige, tout ça. C'était pas du tout ça. J'ai pris pas mal d'avions pour faire des surprises. Alors des fois ça tombe mal, hein, ça arrive aussi. Voilà. Non, j'ai des petits moments un peu romanesques comme ça. C'est bien, Voilà. ça a son charme. Quel est votre hobby préféré? Qu'est-ce que vous aimez faire quand vous ne chantez pas et que vous ne vous occupez pas de vos enfants? Qu'est-ce que j'aime faire? J'ai une petite passion pour le rangement. Ah oui. Ouais. Je pars du je pense que c'est quand je range ma maison, du coup, je range ma tête en même temps. Donc il y a un effet, il y a un bon effet, un effet un peu thérapeutique là. Faudrait que vous me donniez des cours alors. Voilà. Et non, sinon, c'est vraiment passer du temps avec mes copines d'enfance. Le clip qu'on a vu tout à l'heure de Tout est plus pop, les couleurs sont très acidulées, très... Voilà, je voulais vous demander, vous, quelle est votre couleur préférée? La couleur qui, depuis toujours, une couleur qui vous parle, qui vous inspire? Le bleu. Le bleu. Le bleu de la mer, ce fameux bleu, de la sérénité. Ouais. Je m'en suis jamais lassée du bleu. Est-ce que vous avez une peinture préférée, une peinture que vous aimez particulièrement? Une peinture que j'aime particulièrement. Oui, mais alors c'est dans le salon de mes parents. Je pourrais pas vous dire, je ne me souviens pas. Là, Elle décrit quoi? Enfin, elle représente quoi, cette C'est un peinture? hibou blanc. Un hibou blanc, d'accord. Ouais. Un grand blanc, quoi. D'accord. Et il m'a toujours fait peur, il m'a toujours intriguée, mais j'ai jamais pu le quitter du regard. Et encore aujourd'hui, quand je vais chez mes parents, je le regarde. À part ce hibou blanc, qu'est-ce qui vous fait peur? Plein de trucs. Moi, je suis très peureuse. Moi, je suis très, très peureuse. Tout ce qui est rampant, déjà. D'accord. Voilà. Les reptiles? Les souris. Les souris, les cafards. Même tout petit, hein. Pourtant, je sais bien que a priori, je suis plutôt un ascendant sur ces petites choses. Non, j'ai peur de plein de trucs. J'ai peur de la vitesse. En plus, en vieillissant, parce que c'est vraiment le terme, j'ai de plus en plus peur. Mais je pense que j'ai peur parce que j'ai conscience de ce que ça fait et donc potentiellement que mes enfants pourraient faire la même chose. Donc, ouais, j'ai peur de la vitesse. Maintenant, j'ai peur de sauter
haut d'un plongeoir. Mais je sais pas si c'est pas la naissance de mes enfants qui a accéléré ça. Ouais. Vous nous parliez de votre côté romanesque. Alors, si vous étiez un personnage de film ou un héros de roman, vous seriez qui? Je serais Cyrano de Bergerac. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui vous interpelle particulièrement? Parce que j'ai toujours été très complexée par mon nez déjà. Donc voilà. Et puis et parce que je pense que je peux être la plus romantique et la plus romanesque et la plus amoureuse plutôt derrière un tronc d'arbre qu'en pleine lumière, quoi. Je suis assez pudique. C'est quoi pour vous une journée réussie et comment est-ce que vous tentez de sublimer vos journées? Une journée réussie, déjà c'est un réveil naturel. Pour commencer, très important. Et ensuite, on a bien compris le réveil et l'importance du réveil. Très important, l'importance. Moi, je suis une marmotte, donc c'est voilà. Et puis ensuite, franchement, c'est de me laisser un peu vivre avec mes enfants. Ça, c'est assez parfait. C'est-à-dire, voilà, le petit veut faire la sieste, mais la grande a envie de faire des dessins. Et puis on est là, on fait rien de spécial, mais on est ensemble. Si vous étiez un animal, vous seriez une marmotte, justement, ou autre chose? Ouais, je pense que je serais une marmotte ou... en tout cas, un gros animal à poil. Ça, c'est sûr. Vous avez un don pour le chant, de toute évidence. Est-ce qu'il y a un don de la nature que vous n'avez pas et que vous rêveriez d'avoir? Don pour le chant et pour le rangement, apparemment. Aussi. Ouais, le rangement aussi, je suis pas mal. Non, j'aurais adoré jouer très bien du piano. Vraiment. Ça, j'aurais aimé avoir un compagnon. Et le piano, c'est un compagnon. Vous en jouez un peu? Un peu, mais je compose dessus et tout ça, mais j'adorerais pouvoir m'accompagner, même accompagner ma fille quand elle chante, parce que c'est plutôt ma fille que j'accompagne. Enfin, du coup, elle joue du piano, je chante. Pour le coup, c'est assez étrange. Mais j'aurais bien aimé avoir ce compagnon-là, parce qu'un instrument, c'est vraiment un compagnon. Alors c'est marrant que vous disiez ça parce que dans l'idée d'un instrument compagnon, il y a l'idée que l'instrument a une âme, que l'objet a une âme. Oui. Est-ce que justement vous avez un objet, alors pas forcément un instrument, mais qui est un objet qui ne vous quitte pas ou rarement et qui a beaucoup de sens pour vous? Oui, j'ai une petite main, ce qu'on appelle chez moi un 5, que j'ai tout le temps, depuis toujours. Dans votre sac à main, vous le promenez? Sur moi. Sur vous, d'accord. Ouais. Ok. Pas visible. D'accord. Mais c'est un peu ma petite main qui me protège. Ça, je l'ai toujours. Et après, j'ai un objet qui... c'est comme une boîte à musique, mais en fait, c'est un petit personnage qui joue de la harpe. Et c'est un petit ange, mais il a une aile cassée. Et ce truc-là, je le promène partout et des fois il chante tout seul chez moi. Donc ça c'est fou. Vous avez le sentiment d'être un peu superstitieuse ou pas du tout? Oui. Je pense que je suis superstitieuse et je pense surtout que... oui, bien sûr. Oui, je pense que je suis très superstitieuse. Et je suis très très sensible aux endroits et tout ça. Donc, C'est quand la dernière fois que vous avez ri? Tout à l'heure. Hein. Je rigole beaucoup. Et la dernière fois que vous avez pleuré? Peut-être hier soir. Ouais. Vous me disiez à l'instant que vous étiez sensible aux endroits, et je rebondis, est-ce qu'il y a un endroit dans le monde qui vous inspire vraiment, qui est un endroit peut-être où vous vous ressourcez, qui compte beaucoup pour vous? J'ai la Corse beaucoup. Parce que j'y ai vécu aussi quelques années. Et moi, je ne suis pas du tout insulaire. Moi, je suis une vraie parisienne. Je suis née à Paris, tout ça. Mais c'est le seul endroit où, pour moi, ce n'est pas compliqué de rester. Je ne pense pas à rentrer. Donc, j'ai l'impression que c'est comme un peu chez moi. Quelle est la qualité à laquelle vous êtes la plus sensible chez un être humain? La gentillesse. Qu'est-ce que vous avez fait que vous ne referiez plus? J'ai une petite liste, hein. Rien, en fait. Parce que j'ai beaucoup de chance. Donc pas de regret particulier. Et alors inversement, si vous pouviez rejouer un épisode de votre vie, ce serait quoi? J'aimerais bien revivre encore mon mariage.
Ça a été un moment très fort. Ouais, c'était génial. Très chargé en émotions. Qu'est-ce que je voulais vous demander? Oui, je voulais savoir ce que vous appréciez le plus chez vos amis, parce que vous nous parliez tout à l'heure de l'amitié, du décalage qu'il y avait pu avoir, et en même temps de l'importance pour vous de passer du temps avec vos amis, notamment vos amis d'enfance. Qu'est-ce que vous appréciez le plus chez vos amis? C'est comme des doudous, quoi. Moi, mes amis, je les ai depuis que... On se connaît depuis qu'on a 12 ans, donc ça fait un bail maintenant. On a passé plein d'étapes de notre vie ensemble. On a eu un moment où, du coup, on était moins connectés, parce qu'elles préparaient leur vie de femme, d'adulte. Et moi, j'étais déjà dans la vie adulte. Et malgré tout, en fait... moi, du coup, j'avais pris beaucoup de distance et tout ça, parce que je me sentais vraiment décalée. Et elles sont revenues me chercher. C'est génial. En tout cas, merci d'être venu sur notre plateau pour Merci. nous parler de vous, de votre vie, de ce qui compte, dont l'amitié, d'être venu nous parler de votre single Tout est plus pop qui vient de sortir, de toutes les autres chansons de l'album qui vont paraître au printemps, nous parler de votre concert à La Cigale le 6 avril, de la tournée qui va suivre. Merci beaucoup, Julie Merci à Zenati. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur le site de KTO, ce qui est à l'adresse suivante, ktotv.com. Bonne soirée.